Les hauteurs se déploient sous le regard comme un monde dont le dessin reste encore à dévoiler. Le silence règne, accompagnant l'immobilité qui s'étend avant que toute créature n'ose la toucher. À cet instant, la montagne respire, et l'air raréfié et froid glisse le long des parois de pierre comme un murmure ancestral, un avertissement de sa propre rudesse. Ce souffle léger révèle la véritable nature du lieu. La montagne est dépourvue d'arbres et d'ombres. Seule la roche, le vent et un abîme sans fin y règnent en maître. Dans ce territoire de haute altitude, chaque vie repose sur un équilibre précaire et chaque geste a un prix. L'altitude impose un silence profond et la lumière avance avec une lenteur apparemment infinie. Au milieu de ce calme tendu, une rupture survient. Une ombre menaçante surgit dans le silence. Sa présence est pesante, puissante, rythmée par une lenteur profonde. Un jeune ours musclé avance entre les blocs de granit, poussé par la faim plus que par la stratégie. La faim le pousse en avant, et une faible odeur se mêle au vent froid comme une promesse lointaine qu'il ne peut ignorer. Il n'est pas fait pour ces pentes, et il le sait. Mais la rareté des ressources le force à s'attaquer à un terrain qui n'appartient pas à son espèce. Il avance avec la maladresse d'un chasseur qui n'a pas encore aperçu sa proie, bien qu'il sente qu'elle est proche, et chaque pas est un pari contre la montagne elle-même. Sur les pentes où la terre meuble disparaît, les branches qui se tenaient jadis fermes laissent désormais transparaître une certaine hésitation. Le sol ne cède pas, mais il n'offre aucun soutien non plus. La pierre pointue s'enfonce dans les coussins, et la pente exige des calculs constants tandis que la gravité semble déterminée à l'entraîner dans le vide. Le souffle de l'ours se transforme en un halètement visible dans l'air froid, mais il poursuit néanmoins son chemin. Il ne se rend pas compte qu'on l'observe d'en haut. Sur une étroite corniche, presque fondue dans la roche, une chèvre de montagne reste immobile. La légèreté de sa forme semble avoir été conçue par la montagne, et ses marches trouvent des micro-crevasses que l'ours ne remarquerait jamais. Elle conserve son équilibre avec une précision quasi impossible, comme si la hauteur elle-même la reconnaissait comme faisant partie intégrante d'elle. Elle ne ressent aucune peur. Elle calcule chaque instant et observe du haut du précipice avec la sérénité d'un animal qui connaît chaque arête, chaque corniche, chaque pierre susceptible de la sauver. L'ours, guidé davantage par son instinct que par sa raison, avance avec une maladresse croissante. Des pierres instables roulent sous son poids et la pente réagit avec hostilité. Des fragments de roche se détachent et dévalent dans l'abîme, leur fracas résonnant comme un avertissement. Il souffle et s'agace, s'arrête un instant, lève la tête et aperçoit la chèvre. La vue de sa proie déclenche en lui une pulsion féroce qui le propulse en avant avec une urgence sauvage. La chèvre se déplace de quelques centimètres. Ses mouvements sont fermes et précis, adaptés au terrain sans gaspillage d'énergie. Elle ne s'enfuit pas. Elle change simplement de position et oblige l'ours à la suivre le long d'une section plus escarpée. La distance qui les sépare reste constante, mais la pente se fait plus abrupte. Le prédateur grimpe avec peine, ses griffes peinant à s'accrocher, ses muscles tendus se mettent à trembler et un grognement rauque tente en vain de percer le terrain. Tout l'avantage dont l'ours dispose en bas disparaît à cette hauteur. La chèvre gravit une autre section et le rocher se rétrécit à mesure que la pente s'accentue. À chaque pas, elle conserve une précision absolue et ne gaspille aucune énergie. Derrière elle, l'ascension devient un supplice. Le corps de l'ours porte sa propre force comme une malédiction et chaque mètre parcouru se transforme en usure, tandis que chaque pas ajoute un nouveau risque. Mais la proie est proche et la faim le pousse plus que la prudence et le désir de l'atteindre l'emporte sur tous les avertissements que lui envoie la montagne, même lorsque ces avertissements sont clairs. La chèvre s'avance vers un rebord plus élevé, presque invisible d'en bas. Là, elle s'arrête. Elle ne court pas, elle ne halète pas. Elle regarde en direction de l'ours avec un calme qui n'a rien à voir avec la peur. Sous leurs sabots, de petits cailloux se détachent et tombent. Le son est faible mais suffisant pour attirer l'attention de l'ours. Il l'interprète comme une erreur, une bévue, une opportunité.
Sans mesurer l'angle et sans réfléchir, il avance avec une impulsion brute qui le propulse en avant, puissant mais sans intelligence. Ce rocher, cette pente et ce bord n'étaient pas faits pour lui. Un seul faux pas suffit. Le sol craque, se dérobe sous son poids et cède. L'ours tente de se rattraper, mais il est trop tard. Il glisse, perd l'équilibre et racle le mur de pierre dans un crissement aigu qui déchire l'air avant de s'écraser au sol. Le monde entier semble s'effondrer avec lui lorsqu'il heurte des aspérités abruptes et soulève des nuages de poussière qui se dispersent dans le vide, et l'écho de son corps contre la roche se propage à travers la montagne. La gravité achève ce que la chèvre avait à peine esquissé, et lorsque tout s'arrête au fond du ravin, il n'y a plus aucun mouvement possible. Du haut de son promontoire, la chèvre observe sans la moindre trace de triomphe ni de célébration, forte seulement de la certitude d'une vérité simple qui règne en ces hauteurs. En montagne, la force brute ne prévaut pas toujours. C'est celui qui connaît le terrain qui l'emporte, non celui qui l'affronte aveuglément. En bas gît immobile le prédateur, et au-dessus demeure vivante celle qui semblait être une proie. Deux destins séparés non par le combat, mais par la différence entre connaître la montagne et lui désobéir. La chèvre se retourne lentement et poursuit son chemin, disparaissant à nouveau dans les crevasses de la montagne. Le vent balaie la corniche, la poussière retombe et le dernier écho de la chute s'estompe. À cette altitude, seul le silence règne, et ce silence révèle une chose qui détermine la vie ici. L'intelligence pèse plus lourd que la force. Après un dernier regard vers le vide, la chèvre tourne la tête et reprend son chemin, comme si la mort n'était qu'un élément du paysage. La pente se redresse et sa démarche devient plus précise. Chaque pas est une lecture du terrain, révélant une minuscule fissure, une arête vive, une saillie érodée par des années de vent. Là où toute autre espèce se heurterait à un mur impénétrable, le bouquetin distingue des voies qui semblent invisibles et progresse avec une assurance qui ne tient pas à la chance, mais à la maîtrise absolue qu'il exerce sur la roche. La montagne n'est pas un refuge de fortune, c'est leur territoire naturel. Depuis des millions d'années, cette espèce a appris à survivre dans un lieu où la vie semble improbable. Tandis que les prédateurs dominaient les vallées, les chèvres de montagne ont investi un territoire où la force brute ne représentait plus une menace. À cette altitude extrême et isolée, l'évolution a perfectionné chaque partie de leur corps pour s'adapter à la verticalité. Sur terrain plat, la vitesse leur est inutile. Ils doivent s'accrocher à des parois que d'autres animaux n'oseraient jamais toucher, et leur corps court et flexible absorbe chaque vibration de la roche pour maintenir leur équilibre. Les sens ont accompagné cette adaptation et ont été façonnés par le terrain. La vue apprend à lire les ombres et les textures qui révèlent quelles parties de la roche vont céder et lesquelles resteront fermes. L'ouïe détecte la chute lointaine d'un fragment de roche et anticipe les passages dangereux. Même l'odorat, bien que subtil, perçoit la faible trace de mousse et de lichen qui poussent là où l'humidité s'accumule en haute altitude. Chaque détail compte, car la nourriture est rare en ce moment et elle provient d'endroits accessibles uniquement à elle. Contrairement aux herbivores des plaines, le bouquetin ne se nourrit pas où bon lui semble, mais là où il le peut. Les petites pousses robustes qu'il trouve dans les crevasses lui suffisent à survivre, car son estomac à plusieurs compartiments permet aux micro-organismes internes de décomposer les fibres que d'autres animaux ne peuvent digérer. Cette capacité lui fournit l'énergie nécessaire pour évoluer sur ce terrain accidenté. Cependant, cette énergie ne suffit pas en un seul endroit et elle l'oblige à se déplacer pendant des heures à travers des sections verticales qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres. Dans ce voyage incessant, l'environnement détermine ce qu'il peut trouver. Lorsque la roche se réchauffe et que la végétation ténue pointe entre les parois inclinées, elle s'élève pour atteindre ces arbustes nains qui ne poussent qu'en haute altitude. Lorsque le froid règne en maître sur la montagne et que la neige recouvre le sol, gratter la surface glacée pour trouver de l'herbe emprisonnée sous la couche blanche. Et chacune de ces petites pousses nécessite des mètres d'ascension sur des corniches fragiles qui peuvent céder au moindre faux pas.
Dans ces conditions, leur organisme s'adapte également et leur fourrure devient plus dense, formant une couche épaisse qui retient la chaleur même sur les pentes balayées par le vent. Durant la période de reproduction, cette même épaisseur acquiert un aspect rugueux et brillant qui permet au mâle de l'emporter sur ses concurrents. Cette adaptation ne se limite pas à la fourrure, toute son anatomie réagit avec une extrême précision. Les sabots sont divisés en 2 points mobiles qui s'ouvrent et se ferment selon l'angle. Le bord extérieur, dur comme un coin, agrippe la pierre, tandis que le coussinet intérieur s'adapte aux moindres irrégularités. Cette combinaison crée des points de contact si petits qu'ils semblent impossibles. Cette même logique d'équilibre se retrouve dans d'autres parties du corps. Les cornes, recourbées vers l'arrière, ne servent pas seulement à la défense, mais aussi à équilibrer le centre de gravité, à maintenir la tête alignée lors des descentes abruptes et à faire office de contrepoids naturel lors des sauts. En montagne, chaque voyage est une négociation silencieuse avec le vide. La chèvre longe un mur où l'espace pour poser un sabot est plus petit que la largeur d'un doigt humain, et pourtant elle progresse avec un calcul constant qui allie mémoire et précision. Son corps reconnaît les angles, les directions et les distances, tandis qu'il escalade un mur quasi vertical, effectue un petit saut vers une étroite corniche et poursuit son ascension grâce à sa connaissance du terrain, ce qui serait impossible pour les autres. Ce mouvement puise ses racines dans un héritage profondément enraciné qui ne confère pas la maîtrise absolue, mais plutôt les fondements de son développement. Durant les premières étapes de la vie, les progrès sont brefs et hésitants, mais chaque tentative affine un instinct ancestral affûté à ses sommets depuis des générations. Ce qui apparaît comme un talent naturel est en réalité l'union entre une mémoire ancienne et l'apprentissage quotidien qui transforme cette impulsion en précision. Cette compétence accumulée la propulse vers des zones plus élevées, où la montagne offre un panorama qui n'est pas fait pour la contemplation mais pour la vigilance. La chèvre interrompt sa marche à l'endroit où la pierre s'élargit en une pente plus douce et là, elle mâche un petit bourgeon sec tout en observant les vallées lointaines. De ces hauteurs, elle conserve non seulement une vue dominante sur le territoire, mais réduit également le risque d'être atteinte par des prédateurs qui ne peuvent la suivre jusqu'à ses parois quasi verticales. Ses yeux, dotés de pupilles horizontales capables d'élargir le champ visuel, lui permettent d'embrasser le paysage d'un bout à l'autre sans bouger la tête, une forme de perception très différente de celle des humains et conçue pour détecter toute altération à la limite de sa vision. Il n'agit pas par peur, il interprète des signes qu'il a toujours connus. Le vent charrie des odeurs qu'il reconnaît même au cœur de l'hiver, le parfum des herbes, l'humidité sur la pierre et parfois la présence d'un intrus. À ce stade, l'avantage ne réside pas dans le fait de se cacher, mais dans celui d'anticiper le danger avant qu'il ne se concrétise. Cette anticipation lui donne du temps, même si elle ne garantit pas l'absence de menace, car certains prédateurs sont capables de l'atteindre même dans des endroits où le terrain semble impraticable. Lorsque cela se produit, la hauteur cesse d'être un refuge et la chèvre doit prendre des décisions rapides qui ne dépendent pas de la pente, mais de son propre jugement. Une question inévitable se pose alors. Que se passe-t-il lorsque le danger l'a atteint à un point où il n'y a plus d'échappatoire? La réponse apparaît lorsque le paysage change. La chèvre descend vers une large étendue où la montagne s'adoucit et où les rochers forment des terrasses en pente douce. Elle est descendue à la recherche d'un couloir où la nourriture est plus abondante et où la roche offre des voies moins exigeantes, même si cette apparente facilité réduit aussi la distance qui la sépare de toute menace. Le vent souffle plus doucement et le terrain naturel facilite la progression, mais chaque mètre gagné l'expose un peu plus. Avec cette exposition accrue, ses mouvements changent également. Sa démarche devient plus rapide et plus fluide. Il ajuste sa posture, cherche à mieux s'appuyer sur l'espace et avance d'un rythme régulier qui lui permet de parcourir une plus grande distance en moins de temps. Sa sécurité ne dépend plus de précipices abrupts, mais de la rapidité avec laquelle elle évalue son environnement immédiat. À mesure que vous progressez dans cette section plus ouverte, votre vulnérabilité augmente, car le terrain offre de l'espace pour se déplacer, mais aussi pour que d'autres puissent s'approcher sans être vus. Dans cette zone accessible, le danger ne vient pas d'en bas, mais surgit d'un côté silencieux que la montagne dissimule trop facilement.
Sur cette étroite bande de terre où les corniches projettent des ombres à peine effleurées par le soleil, un jeune puma attend immobile. Son pelage se fond parfaitement dans le gris de la falaise, et ses pas sont silencieux. Contrairement à l'ours qui s'appuyait sur sa force et son élan, ce prédateur se déplace avec une précision chirurgicale. Il n'a besoin ni de falaises vertigineuses, ni d'une vitesse fulgurante. Un simple angle, une erreur, un moment d'inattention lui suffisent. Et pendant un instant, on dirait qu'il l'a trouvé. La chèvre ne le voit pas, mais elle le sent. Ce n'est ni une odeur ni un son. C'est un léger tremblement au bord de la pierre, une vibration infime que seul un corps habitué à ces montagnes pourrait percevoir. Il relève la tête, ses oreilles tressaillent, ses pupilles se contractent. Il ne court pas. Il recule d'un pas, évalue l'angle sous ses membres et tourne son corps juste assez pour faire face à ce qui approche. Le puma décide d'attaquer. Il avance d'abord lentement, presque en planant, puis se propulse dans une brève et précise accélération. Il ne vise pas un grand saut qui le plongerait dans le vide. Il veut atterrir sur elle par le côté et la repousser. La chèvre le sait. Ses muscles se contractent, mais pas pour s'échapper. Il baisse la tête, abaisse ses cornes et attend une fraction de seconde de plus, mesurant non pas le prédateur, mais la montagne elle-même. Lorsque la féline bondit, la collision n'est pas violente. Il n'y a ni charge directe ni impact frontal. Elle tourne à peine la tête, juste assez pour que les bois interceptent le corps du puma à un endroit inattendu, son épaule. Cela ne le blesse pas. Cela ne le met pas à terre. Cela modifie simplement la trajectoire de son attaque. Le prédateur atterrit là où il ne l'avait pas prévu, sur une bande de gravier meuble que ses griffes ne peuvent pas agripper. Le puma glisse. Ses pattes arrière cherchent un appui, mais la montagne le déséquilibre. Il s'arrête à temps, sans tomber, mais le souffle court et le regard fixé sur la chèvre. Il comprend alors que sa proie n'est ni naïve, ni maladroite, ni lente. La chèvre le regarde sans crainte, immobile, la tête baissée dans un geste qui n'est pas un défi, mais un avertissement silencieux. Là aussi, elle sait se défendre. Le félin bat en retraite, non pas par crainte d'un coup, mais parce qu'il reconnaît que la montagne est de son côté et non du sien. Il recule de quelques pas, retrouve son équilibre et finit par disparaître dans l'ombre du rebord, réalisant que cette proie exige plus de risques que de récompenses. La chèvre reste immobile un instant. Puis, elle relève la tête, se redresse et reprend son chemin avec le même calme qu'au début. Pour elle, ce n'était pas une victoire, juste la bonne décision prise au bon moment. Dans ce domaine, l'intelligence n'est pas un privilège, c'est plutôt la seule façon de continuer à vivre. Et dans cette progression silencieuse, elle révèle quelque chose que peu de créatures parviennent à faire. Chaque choix qu'elle fait sur la pierre, chaque arête qu'elle utilise pour se déplacer, laisse une trace infime que d'autres chèvres reconnaîtront plus tard. Au fil du temps, ces itinéraires deviennent des voies ancestrales, des lignes invisibles que l'espèce a tracées de génération en génération. La montagne ne les protège pas, c'est elle qui la façonne. Et tandis qu'elle s'élève vers un nouveau versant, une question plus profonde que le danger récent plane encore. Combien d'autres créatures, petites et silencieuses, ont appris à transformer leur fragilité en atout? La réponse ne se trouve pas au sommet, mais un peu plus bas, là où la montagne commence à se transformer. À mesure que le terrain s'aplanit, l'air change. Le froid sec de la haute altitude se dissipe et une légère humidité apparaît, annonçant un autre monde. La pierre fissurée laisse place à une terre sombre, recouverte de vieilles feuilles, de mousse et de racines cherchant de l'eau sous la surface. Loin des précipices où la chèvre garde l'équilibre, le monde se resserre autour de hautes troncs d'arbres et d'ombres profondes. Ici, le danger ne vient pas d'en bas, mais de toutes parts. Parmi ces troncs d'arbres silencieux, une silhouette rousse glisse, presque insensible au paysage. Le renard roux se déplace au ras du sol, la queue basse et le corps détendu, mais jamais distrait. Ses pas ne brisent pas les branches, ne déplacent pas les pierres et ne trahissent pas sa présence. Il n'a pas besoin de s'imposer par sa taille ou sa force. Dans cet environnement, son atout le plus précieux n'est pas son corps, mais son esprit, une capacité exceptionnelle à lire la forêt comme s'il s'agissait d'un livre qu'il connaît depuis des années. Chaque nuit, il emprunte des itinéraires que personne d'autre ne voit. Ce ne sont ni des sentiers balisés, ni des traces visibles, mais des lignes invisibles qui relient des abris,
des clairières sûres et des points d'observation. Cette répétition constante affine sa compréhension de la forêt. Avec le temps, il apprend quelles branches craquent et lesquelles restent silencieuses, quels troncs creux servent de passage et lesquels accumulent des odeurs qu'il vaut mieux éviter. Rien dans son parcours n'est dû au hasard, car chaque voyage enrichit une carte intérieure qui mêle souvenirs et expériences. Même lorsqu'il semble errer sans but, il suit un schéma que lui seul connaît. Cette même précision s'étend à son odorat, qui lui permet de distinguer les différentes strates de la forêt. Il perçoit la terre humide, les vieilles écorces, les roches froides et l'eau stagnante. Parmi ces nuances, il reconnaît ce qui compte vraiment, comme le passage récent d'un cerf, la présence d'un sanglier qui a creusé à la recherche de racines ou la trace lointaine d'un chien errant qui a traversé la zone dans l'après-midi. Il ne recherche pas ces espèces pour les chasser. Il les identifie car elles révèlent les changements survenus dans la forêt au cours des dernières heures. Savoir qui est passé, quand et où lui permet d'anticiper les opportunités et d'éviter les dangers parfois invisibles. Tout cela aboutit à une lecture que très peu d'animaux sont capables de réaliser. Là où d'autres ne perçoivent qu'une légère odeur de végétation, il déchiffre un enregistrement complet des mouvements et des intentions, une couche supplémentaire de la carte qu'il construit chaque nuit. Cette attention constante ne se limite pas à l'odorat, elle s'étend également à l'ouïe. La forme triangulaire de ses oreilles et leurs mouvements indépendants lui permettent de détecter des vibrations infimes, même à grande distance. Son conduit auditif long et étroit amplifie des sons qui, pour d'autres animaux, se perdraient dans le feuillage. C'est pourquoi il écoute la forêt avec une précision méticuleuse, ses oreilles se déplaçant sans cesse pour capter le moindre détail. Grâce à cette acuité auditive, il perçoit les moindres variations de son environnement. Un insecte se déplace sous l'écorce, une branche plie sans l'intervention du vent et le chant d'un oiseau s'interrompt brusquement. Pour lui, tout cela n'est que du bruit, mais des informations qui lui indiquent quelles zones sont calmes, lesquelles dissimulent des mouvements inattendus et quels secteurs il convient d'éviter avant de poursuivre. Cette lecture méticuleuse de son environnement guide chacun de ses mouvements. Il évite les clairières si la forêt lui offre la possibilité de progresser à travers d'épaisses ombres, où son pelage roux se fond en fragments de lumière et d'obscurité. Son ouïe perçoit des variations si subtiles qu'il peut détecter lorsque son environnement cesse de se comporter normalement. C'est pourquoi, cette nuit-là, alors qu'il longeait un petit ruisseau dissimulé par la végétation, il remarqua un changement dans le rythme habituel. Ce n'était ni un grondement ni un bruissement distinct, c'était le contraire. Le silence, là où il aurait dû y avoir du mouvement. Une partie de la forêt qui, quelques minutes auparavant, résonnait du murmure des oiseaux et du bruissement des feuilles, semble désormais silencieuse. Le renard s'arrête, lui aussi. Relevez légèrement la tête, humez attentivement, laissez l'air transporter les informations que vos yeux ne peuvent pas encore vous donner. Entre l'humidité de la mousse et l'odeur métallique de l'eau, une nouvelle note émerge, faible mais indéniable. Une trace féline récente et encore chaude dans le langage des odeurs. Il n'a pas besoin de le voir, car cette présence à peine perceptible suffit à lui faire comprendre qu'un lynx rôde dans les environs, et qu'il se déplace avec la même discrétion qu'il met à parcourir la forêt. Le renard ne s'arrête pas et n'accélère pas le pas. Il change simplement de direction, comme s'il se souvenait d'une destination imminente dans une autre direction, et se dirige vers un versant qui paraît moins sûr, plus escarpé, avec davantage de branches mortes et d'obstacles visibles qui dissuaderaient n'importe quel autre animal, mais qui représentent pour lui un avantage certain. Il se déplace avec aisance sur ce type de terrain. Il perçoit les irrégularités, repère les racines apparentes et distingue les pierres fermes sous la litière de feuilles. En avançant, il réduit encore le bruit de sa démarche, en posant d'abord ses orteils, puis en abaissant doucement son poids. Si le lynx décide de le suivre, il ne trouvera pas un animal fuyant en panique, mais une ombre se fondant dans un terrain où les erreurs sont rapidement punies. Parvenu à une petite clairière couverte de buissons bas, le renard s'approche d'un terrier abandonné qu'il a inspecté à maintes reprises. L'entrée est étroite, la sortie invisible à l'œil nu. Elle ne l'occupe pas, elle n'y pénètre pas complètement. Elle ne laisse que son odeur concentrée à la lisière, comme s'il s'agissait d'un refuge qu'elle comptait utiliser. Il s'éloigne alors de quelques mètres et se cache parmi les racines, à une distance suffisante pour observer sans être vu.
Si le lynx décide de suivre cette odeur, il s'approchera du mauvais endroit, gaspillant temps et énergie alors que sa proie potentielle se trouve déjà à l'autre bout de la forêt. Le vent change de direction, provoquant un léger mouvement dans les arbres. Une grande ombre se déplace silencieusement contre la lumière, son passage annoncé par le vol des oiseaux qui reprennent leur balai dans une autre partie de la forêt. Pour le renard, cette réaction est une confirmation. Le prédateur est entré dans la zone, même si sa position exacte reste inconnue. Fort de cette certitude, il tire une fois de plus profit des sentiers invisibles de la forêt. Il se réfugie dans l'un de ces étroits passages que seule sa taille lui permet d'emprunter et avance sans perturber le rythme de la forêt. Il glisse entre les branches basses, passe derrière un rocher couvert de lichen et s'arrête près d'un tronc d'arbre tombé qui le dissimule presque entièrement. À l'abri de sa couverture naturelle, il reste immobile et écoute les pas feutrés du lynx qui s'approche de l'endroit où son odeur est la plus concentrée. Il n'a pas besoin de le voir car il le sent au bruissement des feuilles et au changement de rythme de la forêt. Le prédateur inspecte le terrier vide, hésite quelques instants, renifle l'entrée, puis avance de quelques mètres, désorienté. La piste ne donne aucune direction claire et aucune marque au sol n'indique comment la suivre. Soudain, tout semble se disperser dans plusieurs directions. Pendant ce temps, le renard, à quelques mètres de là, respire silencieusement, le corps immobile et les yeux ouverts, s'assurant que la distance augmente avant de se remettre en mouvement. Lorsque le lynx finit par s'éloigner, déçu par une piste qui ne mène nulle part, le renard ne se réjouit pas et ne s'agite pas. Il attend que le danger disparaisse complètement des lieux, que les sons retrouvent leur état normal, que les fortes odeurs se dissipent. C'est seulement alors qu'il se relève et reprend son chemin, comme si ce détour avait fait partie de sa routine depuis le début. En effet, c'est le cas. Toute sa vie consiste à rectifier le tir avant même que le danger ne se concrétise pleinement. Dans cette forêt, le renard n'est pas réputé pour sa taille, sa force ou sa vitesse. Son véritable atout réside dans sa connaissance intime de son environnement, qu'il comprend mieux que quiconque. Leur survie ne dépend pas de la confrontation, mais de leur capacité à analyser rapidement leur environnement, à se souvenir précisément de chaque refuge potentiel et à changer de cap à la vitesse à laquelle les signes cessent d'être fiables. Cette forme d'intelligence ne crée pas de scènes spectaculaires, mais elle assure sa survie quotidienne dans un monde rempli de prédateurs qui ne la verront jamais de près. Et tandis que la forêt lui offre des passages secrets pour échapper au danger, un doute persiste et s'intensifie lorsque le silence se fait. Que se passe-t-il lorsque la menace devient si proche qu'il n'y a plus moyen de l'éviter? Le silence laissé par le lynx se dissipe peu à peu. La forêt retrouve son rythme naturel et le renard avance de quelques mètres jusqu'à trouver un passage étroit entre les racines où il se repose lorsque la nuit l'a épuisé. Là, elle se blottit, cachée sous la terre humide, et la forêt poursuit son rythme jusqu'à ce que le ciel commence à se dégager. Aux premières lueurs du jour, il quitte son abri et reprend sa route. L'humidité de l'aube persiste et les ombres raccourcissent, mais le danger est toujours là. Il a seulement changé de forme. Et puis, soudain, cela se produit. Cela ne surgit ni du sol ni des buissons, mais du ciel, dans un éclair fugace qui interrompt la lumière. Une ombre traverse la clairière sans la toucher, et le renard l'aperçoit avant même de la comprendre. La menace vient désormais du ciel. Le renard s'arrête. Ses oreilles se rabattent dans un mouvement presque imperceptible. Il n'entend aucun battement d'ailes. Les aigles royaux n'annoncent pas leur arrivée. Le seul indice qui trahit le prédateur est la brusque interruption de la clarté, une petite éclipse qui survient lorsqu'une de ses ailes effleure le bord du soleil. La forêt la protège des prédateurs terrestres, mais face à une attaque verticale, aucun refuge n'est facile. Dans une clairière aussi étroite, la distance entre la vie et la mort se mesure en millimètres. La première attaque survient presque sans prévenir. Le renard se baisse instinctivement lorsqu'une rafale de vent lui effleure le dos et qu'une ombre agile fend l'air avec une précision qui défie l'instinct. Au sol, les feuilles s'envolent en un nuage vert, révélant un sillon frais, creusé par des griffes destinées à briser les os. Le petit mammifère recule d'un bond, surpris par la proximité de l'attaque. Le rapace remonte aussi vite qu'il est descendu et reprend de l'altitude. Il n'a pas raté sa cible.
Il cherche simplement l'angle parfait. Ce petit carnivore sait pertinemment qu'une course en ligne droite serait une erreur fatale. En terrain découvert, l'aigle royal peut atteindre des vitesses supérieures à 200 km/h. Et aucune course au sol ne peut rivaliser avec une attaque verticale. Pour autant, il ne se laisse pas abattre. Son corps élancé et flexible est conçu pour des virages serrés et des changements de direction qu'un prédateur massif ne peut reproduire. Même maintenant, l'adrénaline lui parcourant chaque muscle, son esprit continue d'analyser le terrain plus vite que ses pas. Guidé par ce calcul constant, il exploite chaque relief du sol. Il effectue un faux virage à droite, feignant de chercher refuge parmi les buissons épars. L'aigle, observant d'en haut, corrige aussitôt sa trajectoire et anticipe la pente du terrain pour préparer un piqué plus précis. C'est alors que le renard change de plan. Il abandonne le chemin sûr et court droit vers une zone où le sol présente une dépression recouverte de feuilles. Ce n'est pas un refuge, c'est un piège pour quiconque ignore ses dangers. L'oiseau saisit l'instant précis. Il replie à demi ses ailes et le monde sous lui se transforme en une ligne droite qui le guide sans dévier. Le bec pointe vers le corps rougeâtre qui traverse la clairière et les serres se tendent pour l'impact tandis que le vent accentue la descente. Le silence s'épaissit et la distance se réduit avec une précision quasi définitive. Mais le renard ne continue pas à courir. Au moment précis où l'ombre le recouvre entièrement, son corps se décale sur le côté. Il ne trébuche pas. Il se laisse tomber, comme s'il abandonnait ses forces à la dernière seconde. Du ciel, le chasseur ailé tente de corriger sa descente pour rectifier le mouvement inattendu, mais cette légère déviation rompt la trajectoire parfaite qui soutenait son piqué. Et dans une attaque, où la précision est primordiale, un seul degré suffit à déséquilibrer le vol. Le changement de direction est instantané. Tandis que l'oiseau déploie ses serres en l'air, le petit chasseur terrestre roule sur sa gauche et se propulse à travers la litière de feuilles d'un mouvement brusque qui interrompt la trajectoire de l'attaque. Il ne cherche pas à s'échapper. Il tente de couper l'angle d'attaque, de perturber le flux aérodynamique du prédateur. L'aigle rase le sol, ralentit et heurte une branche basse en tentant de reprendre de l'altitude. Ce n'est pas une blessure grave, mais cela interrompt son élan. Le renard ne s'arrête pas pour regarder. Il court aussitôt vers une zone encore plus dense de la forêt, où les buissons forment un labyrinthe d'étroites ouvertures. Ses pattes fines et son corps souple lui permettent de s'y faufiler aisément. À l'intérieur, il serpente, se faufile entre les racines et disparaît dans un tunnel de végétation impénétrable pour les grands prédateurs. C'est un refuge non par la force, mais par sa conception. Seul un connaisseur de la forêt peut y accéder. L'aigle tente de se ressaisir. Il s'élève de quelques mètres, bat des ailes pour se stabiliser, puis survole à nouveau la zone où il a perdu le renard de vue. Vu du ciel, la forêt est une surface uniforme, un puzzle vert où la proie se fond dans le décor. Il cherche sous différents angles, tente de courtes descentes et finit par grimper plus haut. Mais l'énergie dépensée, le léger choc contre la branche et le manque de visibilité font que le risque l'emporte sur la récompense. L'air, jadis son allié, lui paraît désormais un mur instable. La chasseresse ailée s'envole en un dernier virage ample, quittant la clairière à la recherche de voies plus sûres. C'est seulement alors, quelques mètres plus loin, que le renard émerge d'un étroit passage entre les racines et avance calmement, sans la moindre trace de peur. Il secoue ses pattes avant pour déloger les feuilles coincées et reprend sa démarche comme si de rien n'était. Il comprit la situation avant même le prédateur. Il analysa la chute, l'angle, la lumière et la forêt elle-même. Il ne s'enfuit pas. Il attendit que l'erreur de l'autre se retourne contre lui. Il s'éloigne d'un pas léger et silencieux. Il ne lève pas les yeux, car il sait qu'ils ne le suivent plus. Il ne célèbre rien, car la nature ne récompense pas la victoire, seulement la pérennité. La forêt retrouve son rythme habituel. Des branches craquent au loin. Le vent murmure dans la cime des arbres et un léger trille se répand parmi les feuilles. La menace s'est évanouie aussi vite qu'elle était apparue. Le renard poursuit son chemin à l'ombre des arbres. Chaque pas qu'il fait confirme la vérité sous-jacente qui le maintient en vie. Ce n'est pas la force qui le maintient en vie, mais sa capacité à percevoir avec justesse le monde qui l'entoure. Il possède un esprit qui ne s'impose pas, mais qui coule. Sa ruse ne confronte pas, elle détourne, trompe, redirige, résiste. Et là, au cœur de la forêt,
Sa silhouette semble aussi naturelle que la lumière filtrant à travers les feuilles, taillée sur mesure pour le territoire qu'il parcourt. Il n'a pas gagné de bataille, il a gagné du temps. Et dans le silence et l'équilibre de la forêt, ce temps est la forme de survie la plus pure qui soit. La forêt retrouve son silence après le passage du renard roux, mais pour peu de temps. Au loin, sous le tapis de feuilles humides, un grondement sourd se fait entendre, presque imperceptible d'abord, comme un tambour enfoui sous terre. Les fines branches vibrent au rythme de cette pulsation et certains oiseaux quittent la cime des plus hauts arbres pour se diriger vers des zones plus calmes. L'air, autrefois léger et diffus, s'épaissit, chargé de l'odeur de la terre remuée et des corps en mouvement. Quelque chose d'important approche, quelque chose que la forêt reconnaît depuis des générations. Très vite, les premières silhouettes émergent de la brume basse qui flotte près du sol. Ce sont des cerfs qui avancent en formation large, comme une rivière silencieuse serpentant entre les troncs d'arbres. Leurs pas sont d'une précision impeccable, même sans instruction. Chacun semble savoir exactement où se placer, quelle distance garder et quand s'arrêter. Leurs corps glissent entre les arbres avec une aisance que seule l'habitude de répéter le même trajet année après année peut apporter. La migration atteint la vallée et avec elle, l'équilibre de la forêt est rétabli. Le lieu qui les accueille n'est pas choisi au hasard. C'est une vallée protégée par des pentes douces où la lumière filtre à travers une canopée de branches entrelacées et où le sol offre un mélange d'herbes tendres, de jeunes pousses et d'arbustes épars. L'humidité maintient la mousse en vie sur les pierres et l'odeur d'écorce et de feuilles mortes annonce que la forêt respire encore. Pour un troupeau d'herbivores, ce site représente nourriture, repos et abri contre le vent qui balaie les espaces ouverts à l'extérieur. Ici, s'ils restent vigilants, ils peuvent passer une saison entière sans se surexposer. Au cœur de cette progression maîtrisée se trouve le mâle dominant. Ces bois larges et symétriques ne sont pas seulement une démonstration de force, mais aussi le témoignage d'années de survie et de victoires silencieuses. Chaque cicatrice sur son cou et ses flancs raconte une histoire de bousculade, de collision et de glissade bien méritée. Il marche avec une assurance sobre, sans avoir besoin de rien prouver à chaque pas, puisqu'il y a toujours un espace libre autour de lui, une distance de respect que les autres mâles n'osent pas franchir. Il n'a pas besoin de se souvenir de son rôle car toute la forêt le reconnaît. Les femelles se rassemblent autour de lui, le suivant de près. Leurs corps sont plus légers, leurs mouvements plus agiles, mais l'assurance avec laquelle elles se placent derrière lui témoigne d'une hiérarchie bien établie. Elles savent qu'à proximité de ce mâle, elles ont plus de chances d'accéder aux meilleures zones de pâturage et de détecter toute menace à temps. Il ne s'agit pas seulement de reproduction, mais aussi d'expérience accumulée. Un mâle alpha qui conserve sa position pendant plusieurs saisons représente, pour les autres, une promesse de stabilité dans un environnement où rien n'est garanti. Un peu plus loin, en retrait, sans toutefois perdre le contact visuel avec le groupe principal, se déplace le groupe le moins prestigieux du troupeau. Il s'agit du groupe des célibataires, composé de jeunes hommes qui n'ont pas encore réussi à s'imposer et de quelques adultes qui ont perdu leur place lors des saisons précédentes. Certains présentent des bois incomplets ou asymétriques, d'autres boitent légèrement lorsqu'ils s'appuient sur une patte, d'autres encore ont simplement l'air fatigués. Ils ne sont pas exclus du groupe, mais ils ne font pas non plus partie du cercle qui définit les décisions importantes. Ce sont des témoins et des aspirants, jamais des protagonistes. Parmi eux, un se distingue, non pas par sa taille, car il n'a pas encore atteint le poids ou la masse musculaire du mâle dominant. Ces bois ont poussé harmonieusement, sans fractures ni marques apparentes, mais ils sont encore moins imposants que ceux des mâles établis. Ce qui le distingue, ce n'est pas son physique, mais sa façon d'interagir avec le monde qui l'entoure. Son regard scrute les alentours avec une attention constante, s'attardant sur des détails que les autres ignorent. Une branche fraîchement cassée, un léger parfum porté par le vent, un changement de rythme du sol sous ses sabots. Il n'est pas agité, il est observateur. Lorsque le troupeau s'arrête pour brouter, toute la vallée semble expirer. Les cerfs se dispersent en un large éventail, baissant la tête vers les bourgeons qui percent parmi les vieilles feuilles. Le mâle alpha choisit une petite butte d'où il peut facilement surveiller les femelles, tandis qu'elle se déplace calmement, confiante que toute menace sera détectée à temps. Plus loin, dans la zone la moins valorisée,
Les célibataires mangent sans hâte, tout en gardant un œil attentif sur la moindre hésitation dans le comportement du chef. La forêt résonne d'un doux murmure de bouches qui mordent et de branches qui craquent. C'est durant cette première pause que l'un des jeunes mâles prend une décision qui modifie la façon dont le protagoniste observe le groupe. Il se détache lentement du groupe de célibataires et se dirige vers le mâle dominant. Son cou s'allonge, ses pas se font plus tendus et ses oreilles restent dressées. Il ne cherche pas à dissimuler ses intentions, bien au contraire, chacun de ses gestes les révèle. L'atmosphère semble se charger autour de lui, tandis que quelques femmes lèvent la tête pour observer la scène avec attention. Le mâle alpha ajuste légèrement sa posture, mais ne réagit pas immédiatement. Il analyse le challenger avec un calme qui n'est pas de l'indifférence, mais de l'expérience. Il a déjà vu cette scène maintes fois. Le jeune homme continue d'avancer jusqu'à une distance où toute fuite serait difficile. Il baisse la tête, exhibe ses bois et contracte les muscles de ses épaules. Sa respiration relève davantage de l'impulsion que de la stratégie. Il ne calcule pas, il fonce. L'issue est scellée avant même que le combat ne commence. L'affrontement est bref et décisif. Le mâle dominant avance d'un seul pas au moment précis et positionne ses bois de manière à dévier la force du coup adverse sans trop s'exposer. Il ne charge pas de front, mais sur le côté, déplaçant son poids vers le flanc du jeune. Le choc fait tomber le challenger, qui perd l'équilibre sur le sol inégal et glisse sur quelques mètres avant de retrouver son équilibre. Avant même qu'elle puisse se réajuster, la valeur alpha est déjà revenue à sa position initiale, comme si de rien n'était. La tentative est rejetée en quelques secondes. Les femelles baissent la tête vers l'herbe, comme si l'issue de la situation ne méritait pas qu'on s'y attarde. Les autres mâles restent à distance, observant la scène sans chercher à intervenir. Le jeune homme vaincu retourne vers le groupe, haletant et le regard baissé, non pas tant à cause de la douleur physique que de la confirmation de sa place. Personne ne le chasse, personne ne le réconforte. Selon la logique du troupeau, ce qui vient de se produire fait partie de l'ordre naturel des choses. Un seul suit la scène, jusque dans les moindres détails. Le jeune cerf, vigilant, est resté immobile durant toute la confrontation. Il observe le moment où son adversaire baisse la tête trop tôt, la façon dont il néglige ses arrières, la vitesse à laquelle il charge sans étudier le terrain. Il enregistre également la réponse alpha, la précision du déplacement latéral, l'emplacement exact des bois lors de l'interception du coup et le calcul du poids nécessaire pour déstabiliser l'autre sans compromettre son propre équilibre. Il ne voit pas seulement la force, il voit des décisions enchaînées. Alors que le soleil baisse de quelques degrés et que la forêt s'assombrit, le jeune homme relève la tête. Il ne tâte pas le sol et ne fait aucun pas en avant. Il n'est pas prêt à défier qui que ce soit, et son corps le sait. Mais dans l'immobilité de ses muscles, quelque chose commence à changer. Il n'a pas encore le physique d'un mâle dominant, ni les cicatrices qui distinguent les vétérans, mais il a acquis quelque chose que les autres célibataires ne recherchent pas. Il sait que dans cette forêt, la force seule ne suffit pas. Et c'est dans ce silence, parmi les branches qui bougent à peine et les souffles qui se mêlent au vent, que son regard cesse d'être celui d'un simple spectateur. Sans bouger un muscle, il se déplace dans un autre espace, toujours invisible aux yeux du reste du groupe. Ce n'est pas un défi, du moins pas pour l'instant. C'est plus patient et plus dangereux. Il s'agit d'apprendre avant d'attaquer. À la tombée de la nuit, lorsque les premières lueurs percent le feuillage, le troupeau se disperse entre les arbres. Le jeune cerf reste vigilant, guettant le moindre bruit qui se faufile sous l'écorce et dans l'herbe. Rien chez lui n'est dû au hasard. Il observe les mouvements des adultes, leur façon d'évaluer les distances, leur réaction au moindre craquement. Il ne participe pas, il enregistre et mémorise chaque geste. Dans un environnement où la force prime, il sait que l'information prime. Tandis que les autres animaux broutent sans se presser, l'atmosphère de la forêt change. Les oiseaux interrompent leur chant, et une tension subtile s'installe dans la clairière. Un loup émerge des troncs d'arbres, avançant d'un pas maladroit, la tête baissée, une patte arrière traînant à chaque pas. Il semble faible, presque vaincu par le terrain. Les cerfs lui jettent à peine un regard. Un prédateur blessé ne représente qu'un danger minime. Tous se retirent calmement, à l'exception d'un seul qui reste immobile, déconcerté par la scène. Le jeune cerf se cache parmi les fougères denses. Il ne tremble pas, il ne court pas, il observe. Le loup continue d'avancer avec une lenteur irrégulière, comme si chaque mouvement exigeait un effort surhumain.
À quelques mètres de là, le cerf adulte recule d'un pas, suffisamment pour se dégager de l'angle d'attaque, mais pas assez pour s'échapper. Tout cela semble n'être qu'une rencontre sans importance, un acte qui prendra fin lorsque le prédateur se rendra et se retirera dans l'ombre. Et puis, soudain, le loup cesse de boiter. Le cerf adulte parvient à peine à tourner la tête avant que le corps gris ne l'abatte d'un coup sec et violent. Le piège se referme en un clin d'œil. La faiblesse n'était qu'un leurre, le mouvement une ruse, l'intention toujours dissimulée. Le jeune cerf sent sa respiration s'accélérer, mais il ne fait aucun bruit. Il n'intervient pas, il comprend. Il se retire sans qu'une seule branche ne bruisse. Il se glisse entre les racines et disparaît tandis que la forêt absorbe le bruit de la lutte. Ce dont il a été témoin n'est pas seulement la mort, mais quelque chose de plus profond. L'information peut tuer. Un prédateur n'a pas besoin d'être plus fort pour gagner. Parfois, il suffit de paraître plus faible. Le savoir est gravé dans sa mémoire comme une lame de rasoir. Quelques heures plus tard, le danger passé, la meute se regroupe. Les mâles se tiennent à distance du groupe de femelles et le mâle alpha monte la garde avec l'assurance de celui qui n'a jamais été pris au dépourvu. Ses bois sont longs, parfaits et imposants. Aucun rival ne l'approche sans annoncer ses intentions et aucun n'est parvenu à le déstabiliser. Le jeune homme l'observe, caché derrière le tronc d'un pin. Son regard ne s'attarde pas sur la force du mâle dominant, mais sur ses habitudes, lorsqu'il relève la tête, lorsqu'il expose un flanc, lorsqu'il devient trop sûr de lui. Cette nuit-là, la forêt a une odeur différente. L'humidité se condense sur l'herbe et recouvre les empreintes fraîches. Les autres se reposent, mais le jeune homme reste éveillé. Son esprit repasse les événements en boucle, la boiterie feinte, la posture voûtée, le moment précis où le piège s'est révélé. Il ne comprend pas les concepts, il ne formule pas de plans humains, mais il perçoit des corrélations. Le déguisement fonctionne. L'erreur survient lorsque l'autre personne croit avoir compris ce qu'elle voit. Au lever du jour, le troupeau se dirige vers une vaste clairière où l'ombre ne laisse aucune place à l'ombre. C'est le terrain idéal pour des épreuves de force et plusieurs mâles de tailles diverses s'approchent avec leur incertitude habituelle. Aujourd'hui sera-t-il le jour où l'un d'eux défiera le chef ? Mais aucun d'eux ne progresse. Ils connaissent tous leur place, même le plus jeune. Tous, sauf un. Le jeune cerf se sépare du groupe de mâles et marche lentement vers le centre de la clairière. Ses pas sont hésitants, la tête baissée, la respiration lente. Les autres le regardent sans intérêt. Il a l'air fatigué, il a l'air blessé. Le mâle alpha l'observe à peine pendant 2 secondes et reporte son regard sur ses femelles, convaincu qu'il n'y a aucune menace dans ce corps qui se meut comme si le poids de la forêt pesait sur lui. Mais le jeune homme continue d'avancer, boitant avec précision. Les femelles perçoivent leur approche, mais ne s'alarment pas. L'air est immobile et la clairière est dégagée. Il n'y a aucune violence dans cette marche lente, seulement un écho de soumission. Le mâle alpha ne bouge pas. Il ne juge pas nécessaire de défendre sa position contre un mâle qui ne marche même pas debout. À 3 mètres du meneur, le jeune homme cesse de boiter. Son corps se transforme aussitôt. Sa colonne vertébrale se tend. Ses muscles se contractent sous la peau. Ses bois se penchent vers l'avant. L'alpha n'a pas le temps de réagir. Le jeune homme se jette sur lui avec une énergie apparemment inexistante, le frappant de plein fouet au flanc. Le coup est brutal, décisif. Le chef trébuche. Surpris non par la force du coup, mais par le mensonge, l'affrontement dure quelques instants. À chaque mouvement, le jeune homme répète le schéma appris. Il n'attaque pas de front, il ne laisse rien transparaître de ses intentions. Tirer parti des angles, appuyer là où le curseur ne s'y attend pas, reculer pour le faire échouer, puis recharger. Ce duel ne se jouera pas à la force brute, mais au calcul. Et dans ce domaine, le jeune homme a l'avantage. Finalement, le mâle dominant recule d'un pas, puis d'un autre. Ses bois effleurent à peine le sol. Ce n'est pas une défaite spectaculaire, mais elle est sans appel. Les femelles l'observent en silence. La forêt semble retenir son souffle. Le jeune homme ne manifeste aucune joie, aucun rugissement. Il se tient simplement droit, respirant lentement. Leur victoire ne découle pas de la force, mais de la compréhension d'une chose que d'autres ont négligée. Dans ces forêts, l'anticipation vaut mieux que la résistance. Les célibataires le regardent avec un respect nouveau, comme si quelque chose avait changé dans la structure invisible du groupe. Il n'est ni plus âgé, ni plus lourd, ni plus intimidant qu'eux. Pourtant, chacun sent désormais qu'il aborde le monde différemment.
Toute la clairière semble se réorganiser autour de cette certitude. Et tandis que les ombres se meuvent entre les troncs d'arbres et que le troupeau accepte silencieusement sa nouvelle hiérarchie, une autre histoire commence à se dessiner au loin, dans un lieu où la lumière tombe différemment et où la chaleur impose d'autres règles. La question surgit silencieusement, aussi inévitablement que le cycle du jour. Comment l'intelligence s'exprime-t-elle lorsque le territoire est différent et que le danger a un rythme différent? Le crépuscule s'insinue entre les racines qui s'entrelacent comme d'anciennes veines. La terre respire l'humidité et l'obscurité creuse des passages qui s'enfoncent profondément dans le sol. Un tunnel étroit conserve une atmosphère dense, coupée de tout ce qui se passe à la surface. Quelque chose bouge à l'intérieur, un glissement à peine perceptible sur la terre meuble. Deux yeux s'ouvrent dans l'obscurité. Ils clignent prudemment, puis avancent. Une silhouette compacte se fraye un chemin avec assurance à travers le sol, sentant la température chuter d'en haut et les vibrations qui annoncent un autre monde. Il gravit une dernière portion de terrain et émerge au soleil, laissant derrière lui l'ombre du tunnel pour faire face à un paysage où rien ne ressemble à la forêt qu'on a quittée. La lumière l'enveloppe entièrement. La chaleur est intense, l'air est imprégné de poussière et de sève séchée. La terre est rougeâtre, dure, marquée de fissures qui s'étendent comme des cicatrices. Le ratel s'arrête un instant, renifle et scrute le paysage. Son corps robuste est tendu, non par peur, mais par habitude. La savane l'accueille comme un habitant de longue date. La bande claire qui parcourt son dos contraste avec la fourrure sombre qui recouvre ses flancs. Sa peau épaisse est d'une souplesse incroyable, capable de résister aux morsures, aux coups et aux coupures. Elle marche d'un pas ferme, presque provocateur, comme si elle comprenait que son territoire n'est pas à vendre. Sa stratégie évolutive n'est pas de fuir ni de se cacher, mais d'affronter intelligemment ce que les autres éviteraient. L'odeur le guide à travers les ombres rasantes des acacias. De légères traces marquent le sable, un herbivore est passé récemment. Mais parmi ces traces, un autre signe émerge, plus profond, plus rigide. Le blaireau penche la tête, renifle à nouveau et confirme ses soupçons. Un porc-épic s'avance non loin de là, ses piquants bruissant d'un son métallique qui avertit du danger pour quiconque s'approche trop près. Le petit mammifère se hérisse en sentant la présence du blaireau. Il dresse ses piquants, les pointant vers la menace dans un geste d'avertissement. Mais le blaireau ne recule pas. Il évalue la distance par de petits mouvements calculés, en décrivant lentement des cercles sans perdre de vue son angle d'attaque. Il n'agit pas de manière imprudente. Il observe, analyse et attend l'opportunité précise dont il a besoin pour agir sans se surexposer. La première attaque est fulgurante. Le porc-épic se jette sur le côté, cherchant à blesser ou à effrayer. Le blaireau esquive avec précision et ne recule que de quelques pas. Son regard reste rivé sur les piquants. Il prend un détour plus large, tente un deuxième angle, puis un troisième. Il évalue bien plus que le corps qui se trouve devant lui. Il déchiffre le rythme, la distance et la force. Quand l'occasion se présente enfin, il s'élance sans hésiter. Il se jette vers le seul endroit hors de portée des pics, juste derrière le bouclier hérissé. Là, elle mord fermement, retenant l'animal sans se blesser. Le porc-épic tente de se retourner, se griffant le dos avec quelques piquants détachés, mais la peau du blaireau cède à peine. La confrontation dure quelques secondes qui paraissent longues et tendues. Finalement, le porc-épic bat en retraite, comprenant que toute persévérance serait vaine. Il s'éloigne en rampant, le souffle court et les piquants vibrant dans une reddition silencieuse. Le blaireau le regarde partir sans le poursuivre. Il ne cherche ni à le tuer ni à s'épuiser avec une victoire inutile. Il récupère simplement ce qu'il considère comme sien, son espace, sa nourriture et le respect sur un territoire où peu osent le défier. Il se tient seul sous le soleil. Sa respiration est forte mais sans lassitude. Il secoue la poussière de son pelage et poursuit sa route avec la sérénité de celui qui est habitué à survivre au milieu du danger. Le piège de barbelé est derrière lui, mais il ne l'arrête pas. Il émerge des sous-bois, le corps voûté et les yeux brûlants d'une faim que l'aube ne peut apaiser. Il a surmonté la première épreuve de la journée et retourne maintenant à ce qui l'a ramené à la surface. La recherche incessante de nourriture, une routine quotidienne qui ne lui laisse aucun répit. Il s'arrête, hume l'air et creuse avec des mouvements rapides, presque mécaniques.
Ses griffes s'enfoncent dans la terre sèche, soulevant des nuages de poussière, tandis qu'il extrait les larves, les termites et les coléoptères, enfouis juste sous la surface. À chaque coup de patte, elle déloge racines et fragments de nid. Elle consomme sans ménagement tout ce qu'elle trouve. Insectes croquants, larves molles, petits vers qui lui fournissent des calories maigres mais essentielles. Il doit répéter ce processus des dizaines de fois. Pour survivre à la chaleur africaine, il doit ingérer des centaines de petits cadavres par jour. Son métabolisme rapide et vorace exige plus que ce que le terrain lui offre généralement. Bien que chaque creusement puisse signifier un piège, un serpent, un scorpion, un reptile caché sous terre, le blaireau n'hésite jamais. Dès qu'il a terminé, il relève la tête et avance avec la même détermination, animé non par la force mais par un courage inépuisable, celui de celui qui n'a rien à perdre et qui connaît le terrain comme sa poche. Le danger fait partie intégrante de sa vie, une constante qui ne l'intimide pas. Au contraire, elle le stimule. Lorsqu'il débouche sur une clairière, la lumière du jour a déjà envahi la savane. Elle tombe directement, sans ombre pour la protéger. C'est là que le vent tourne. Une profonde vibration parcourt l'herbe. Ce n'est pas un son, c'est une pression. Le blaireau s'arrête, il raidit son corps. Il l'a déjà ressenti maintes fois, mais cela ne la rend pas moins déterminée. De loin, deux silhouettes s'approchent d'un pas mesuré, comme celles qui savent dominer le terrain, une lionne adulte et un jeune mâle qui avance à ses côtés. Les chats le sentent. Ils ne se jettent pas sur lui immédiatement, ils l'observent, ils l'évaluent. Un animal si petit ne devrait pas représenter un risque, mais il ne devrait pas non plus constituer une proie. La lionne avance, curieuse, tâtant le terrain à pas feutrés. Le blaireau ne recule pas. Il s'abaisse, découvre ses épaules et écarte les pattes pour se soutenir. Sa crête se hérisse. Ses mâchoires sont crispées. En un instant, il passe de chasseur à proie. La lionne ouvre la gueule, montrant ses crocs, non pas pour attaquer encore, mais pour l'avertir de sa place dans la chaîne. Le blaireau répond par un grognement qui ne devrait pas intimider un animal de cette taille. Pourtant, elle s'arrête. Quelque chose dans la posture du blaireau lui dit qu'il ne sera pas une proie facile. Ce n'est ni son odeur, ni sa taille, ni sa force, c'est son inhabituelle détermination. Lorsque le jeune mâle tente de l'encercler, le blaireau réagit. Il ne fuit pas. Il attaque. Il se jette sur le flanc du mâle plus inexpérimenté d'un coup bref et violent, visant précisément l'endroit où la peau est la plus sensible. C'est un coup rapide, presque symbolique, mais suffisant pour rompre l'équilibre. Le lion recule en poussant un beuglement surpris, plus par l'audace que par la douleur. La lionne se raidit. Elle charge avec force. D'un coup de patte, elle pourrait couper en deux un animal aussi petit. Le blaireau esquive de justesse, roule sur lui-même, se relève et l'affronte de nouveau. Il se dresse un instant sur ses pattes arrière pour paraître plus imposant, plus sûr de lui, plus déterminé. La lionne hésite. Elle ne comprend pas cette réaction. Elle ne perçoit pas de peur mais de la conviction. Le jeune mâle tente à nouveau d'intervenir, mais hésite lorsque le blaireau se dresse devant lui, durci comme une pierre brûlante au milieu de la poussière. Pendant quelques secondes, les trois animaux restent immobiles. Une tension palpable plane entre eux comme un fil invisible. Chacun attend que l'autre fasse le premier pas. La savane devient un cercle silencieux où seul le danger respire. La lionne prend sa décision. Elle ferme la gueule, tourne la tête et change de direction. Un affrontement qui pourrait l'épuiser ou la blesser n'en vaut pas la peine. Le mâle la suit, encore déconcerté par l'événement. Le blaireau reste immobile jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent dans les hautes herbes. Ce n'est qu'alors qu'il descend la crête et reprend sa marche comme si de rien n'était. Sa victoire ne réside pas dans la force, mais dans le caractère. Ailleurs dans le monde, la survie dépend de l'intelligence, de la mémoire ou de la stratégie. Mais ici, dans ce coin brûlant et impitoyable du continent, la règle est différente. La vie ne récompense pas toujours ceux qui réfléchissent, ni ceux qui fuient. Elle récompense ceux qui osent. Chaque espèce trouve sa propre voie, et celle du ratel, forgée par la chaleur, la rareté des ressources et la pression des plus grands prédateurs de la planète, l'a menée à un autre extrême de l'évolution. La certitude brutale que parfois avancer sans reculer est le seul moyen de survivre. Ici, où chaque jour est un risque et chaque ombre une possibilité de mort, le courage est aussi une forme d'intelligence. Mais malgré tout, après tant d'épreuves en si peu d'heures,
sa journée n'est pas encore terminée. Le blaireau avance à travers les buissons secs, traînant une fatigue perceptible à chaque pas. Le soleil se couche et transforme le paysage en une plaine rougeâtre où tout semble s'immobiliser un instant. Ses pattes sont marquées d'égratignures, son pelage est emmêlé de poussière et de sang séché. Pourtant, son regard reste fixe. Il ne marche pas avec la hâte de la faim ni l'urgence de la peur, mais avec l'obstination de quelqu'un qui a survécu trop longtemps pour considérer le repos comme une priorité. Le vent retombe, laissant place à un silence étrange, presque attentif. Dans l'ombre d'un sous-bois dense, quelque chose se meut avec la douceur d'un fil glissant sur la pierre. Le blaireau s'arrête, sans tourner complètement la tête. Il remue à peine une oreille. Il n'a pas besoin de voir pour savoir qu'il n'est pas seul. Devant lui, une silhouette sombre émerge des herbes rases et se lève avec une lenteur calculée. Le cobra du Cap étend son cou, dessinant un arc parfait qui tremble légèrement à la lumière du soleil couchant, comme si l'air lui-même se retirait pour lui faire de la place. Le blaireau ne recule pas, restant une fois de plus ferme, enraciné au sol, mesurant la distance qui les sépare comme si cette marge exacte faisait partie d'un rituel appris. Le cobra siffle, balançant son corps d'un rythme qui annonce une attaque. Il recule légèrement, tournant sur lui-même en de courts demi-cercles, observant chaque mouvement, à la recherche de l'ouverture parfaite. Ici, la force brute n'a aucune importance. Seuls comptent les réflexes, la mémoire et une endurance quasi impossible. Le serpent frappe le premier, rapide comme l'éclair, invisible dans sa vitesse. Le blaireau l'évite de justesse, ne réagissant que par une morsure fugace qui effleure à peine les écailles. La seconde attaque est inévitable. Le cobra frappe. Ses crocs s'enfoncent dans la joue du blaireau et le venin sombre s'infiltre sous la peau avec la précision d'une lame. Il chancelle en arrière, le souffle court, ses jambes fléchissant soudainement comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le cobra recule de quelques centimètres, attendant l'effondrement final. Le blaireau tombe sur le côté, la terre amortissant sa chute. Un instant, son corps semble le lâcher complètement. Le venin, qui tuerait presque n'importe quelle autre créature en quelques minutes, le conduit au bord de l'inconscience. Le cobra avance pour assurer la fin, mais commet une erreur silencieuse. Il s'approche trop près de celui qui n'a pas encore fini de tomber. Dans un ultime réflexe, le blaireau mord avec une précision brutale, emprisonnant le cou du serpent et libérant toute sa force restante. Puis il s'effondre à nouveau, immobile. Le cobra reste immobile, son corps rigide sous la lumière qui décline lentement. Le paysage retrouve son calme, comme si tous deux avaient été figés dans un instant suspendu entre la vie et la mort. Les minutes passent. Le blaireau respire à peine, presque imperceptiblement. Puis un frisson secoue ses muscles, suivi d'un autre. Elle ouvre un œil, à peine une fine fente d'ombre entre ses paupières lourdes. Sa poitrine se soulève dans un profond et douloureux halètement. Il se relève péniblement, encore chancelant, le venin n'ayant pas réussi à l'abattre. Il fixe le corps inerte du serpent, puis l'horizon, comme si la lumière du crépuscule suffisait à le pousser à continuer. Ici, on ne célèbre aucune victoire, seulement la survie. D'un pas lent mais déterminé, le blaireau entreprend son retour. Chaque foulée lui rappelle le prix de son endurance. Le venin brûle encore sous sa peau, les plaies palpitent et la fatigue pèse comme un fardeau supplémentaire sur son corps trapu. L'air se refroidit à mesure qu'il avance et la savane s'assombrit, transformant chaque forme en un contour flou. Malgré tout, il continue de marcher, guidé par un instinct qui ne connaît ni trêve ni récompense. Il retrouve l'entrée du terrier où son voyage a commencé. Il s'aventure dans l'obscurité, laissant derrière lui les dernières lueurs du jour. L'étroit tunnel de terre l'enveloppe, lui offrant un refuge rudimentaire mais suffisant. Là, l'odeur humide qui émane de l'intérieur annonce le repos. Le blaireau s'abaisse lentement, posant sa tête sur le sol froid. Sa respiration n'exprime aucune paix, mais une détermination farouche. C'est la fin d'une journée qu'il a épuisée et qui, malgré tout, n'a pas réussi à le vaincre. Dans l'obscurité de son terrier, il ferme les yeux d'un geste lourd, presque résigné. Mais ce n'est pas la reddition, c'est la préparation. Car en ce lieu, où chaque aube recèle un nouveau risque caché sous la terre, il ne se repose que lorsque c'est absolument nécessaire. Demain, un autre test l'attend, et lorsqu'il arrivera, il sera prêt. Dans la nature, le mot « proie » est souvent synonyme de fragilité. Pendant des générations, ce terme l'a relégué à un rôle secondaire,
comme si son destin était scellé avant même qu'elle ne se mette en mouvement. Mais à y regarder de plus près, la vie ne suit pas des schémas simplistes. Aux quatre coins du monde, des sommets des montagnes aux profondeurs obscures des terriers, de nombreuses espèces ont trouvé dans l'intelligence l'outil de survie le plus ancien et le plus précis. Le bouquetin ne domine pas son territoire par sa taille ou sa force, mais par une compréhension quasi instinctive du terrain. Il analyse les angles de chaque rocher, mémorise les sentiers invisibles, anticipe les glissements de terrain et les pièges pour survivre là où d'autres échouent. Sa vie ne dépend pas de sa vitesse de course, mais de la lucidité de ses décisions. C'est cette lucidité qui la préserve du gouffre lorsqu'un prédateur fond sur elle sans stratégie ni maîtrise. Dans les bois, le renard roux se déplace avec la furtivité d'une ombre matinale. Son ouïe perçoit ce que sa vue ne détecte pas. Sa mémoire reconstitue chaque piste avec précision et son intuition lui permet de prévoir quand avancer et quand disparaître dans les sous-bois. Elle n'a pas besoin de s'imposer pour survivre, elle a seulement besoin de comprendre. Et au cœur de cette compréhension se cache une forme d'intelligence qui ne recherche pas la reconnaissance, mais seulement la continuité. Mais toutes les voies de l'évolution ne mènent pas à la subtilité du calcul. Dans les régions où la rareté est la loi et la compétition une habitude, d'autres animaux ont fait des choix différents. Le ratel, loin d'abandonner la ruse, la conjugue à une férocité démesurée. Sa perception du danger ne le repousse pas, elle la nourrit. Sa force ne remplace pas l'intelligence, mais la renforce, faisant de lui une créature capable d'affronter des menaces 2 fois plus imposantes que lui. Pour lui, le doute serait un luxe impossible dans un monde où chaque seconde définit la frontière entre la mort et la survie. Toutes ces formes de vie révèlent le même principe. La survie ne dépend jamais d'un seul attribut. Ce n'est ni la force, ni la vitesse, ni même l'intelligence seule qui garantit la continuité d'une espèce. C'est la capacité de s'adapter, de trouver des avantages dans ce que d'autres perçoivent comme des limitations, de transformer l'environnement en un allié silencieux. La sélection naturelle ne récompense ni les plus violents, ni les plus grands, ni les plus rapides. Elle récompense ceux qui comprennent. Dans un monde qui change à une vitesse implacable, ces créatures nous apprennent que la résilience n'est pas toujours un rugissement. Parfois, c'est un pas calculé au bord du précipice, une retraite opportune, un regard qui saisit un détail que les autres ignorent. Et ils nous rappellent aussi que parfois, pour survivre, l'instinct doit prendre le pas sur la raison et laisser place à la force et au courage, comme dans le cas du blaireau, qui affronte l'impossible sans demander la permission à la peur. Ainsi, dans l'infinie diversité des stratégies qui soutiennent la vie, l'intelligence apparaît non comme un privilège réservé à quelques-uns, mais comme un langage partagé par des créatures silencieuses et discrètes. C'est le fondement invisible qui soutient leur histoire, le fil qui les relie à un avenir où ils continueront d'accumuler des souvenirs, de perfectionner leurs tactiques et de se réinventer face à chaque menace. Le monde restera un théâtre impitoyable, peuplé de prédateurs, de risques et de paysages qui peuvent devenir mortels en un instant. Mais tant qu'il y aura des êtres capables de réfléchir avant d'agir, de lire avant de se lancer, d'avoir une intuition avant de fuir, la vie trouvera toujours un moyen de continuer. Car dans la nature, l'intelligence n'est pas un privilège, c'est une forme de courage. Et là, dans le silence d'un sommet, au cœur de la forêt ou dans l'obscurité profonde d'un terrier, ce courage continuera de respirer, se souvenant que même les plus petits peuvent triompher dans un monde gouverné par des géants.